Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Course épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Je vous propose de revivre le marathon du Mont Blanc qui vient de se conclure il y a quelques heures à Chamonix avec 3 épisodes hors série qui mettent en lumière des profils de coureurs très complémentaires. Valérie Duhong, une coureuse amatrice qui a débuté la course à pied à 40 ans. Hugo Deck, athlète élite et membre du team Adidas Terrex. Et enfin, Chloé Trespoch, athlète de haut niveau en snowboard cross, notamment double médaillée olympique. Un bien joli programme, vous l'aurez compris. Le moment est venu de laisser la place à Hugo Deck qui va partager avec nous ses 90 km du Mont Blanc. Bonne écoute. Salut Hugo. Salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique qui est enregistré depuis Chamonix à l'occasion du marathon du Mont Blanc. On est réunis aujourd'hui ici car tu vas prendre le départ dans quelques heures des 90 km du Mont Blanc. Ça va être une première pour toi sur ce format. Comment ça va ? Bah ça va bien. Bon, c'est pas la première fois sur un format de 90 bornes, mais c'est la première fois sur cette course et je suis excité de prendre le départ. Cet épisode, on l'enregistre le 22 juin, qui est une date particulière qui est pour un sport qui est cher à ton cœur, le basket, puisque la nuit prochaine va se tenir... Je sais même pas. Le draft. Ah oui, NBA, le draft avec Victor. Exactement. Pour expliquer peut-être à certains auditeurs qui ne connaîtraient pas le principe, c'est 30 équipes qui vont sélectionner les meilleurs espoirs du basket du monde entier lors de 2 tours. Au total, il y a 58, exceptionnellement 58 et pas 60 joueurs qui vont être sélectionnés cette année. L'idée, c'est de donner aux équipes les moins bien classées lors de la dernière saison les chances d'avoir les meilleurs espoirs de demain pour se renforcer et puis leur laisser du temps de jeu. Et donc, tu l'as dit, les regards vont converger vers le français Victor Wembanyama, français de 19 ans, qui jouait jusqu'à peu au Metropolitans 92 à Levallois, et qui devrait être drafté en numéro 1. A priori, c'est le plus grand espoir et probablement chez les San Antonio Spurs, sur les pas de Tony Parker. Est-ce que tu as prévu de suivre ça pendant ta courte nuit ou pas du tout? Tu as d'autres choses bien plus importantes à faire que de regarder la draft? Non, je pense que j'ai jamais trop regardé la draft. Moi, je préfère regarder si c'est diffusé d'ailleurs. Si, c'est diffusé, ouais. Mais je préfère regarder les matchs qu'à draft. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il est né le même jour, la même année que ma petite sœur, et ça me fait bizarre de savoir qu'il y a Et ta sœur va pas jouer en NBA? Non, et ça fait bizarre qu'il y a un 2004 qui va aller jouer en NBA et qu'on voit cette année battre des mecs qui ont 30 ans, et c'est beau à voir. La jeunesse, la fougue de la jeunesse, tu connais ça, t'es bien placé pour nous en parler. Je vais te demander, Hugo, de te présenter en quelques mots, mais je vais mettre une petite contrainte qui est pas neutre. Tu n'as pas le droit de parler de sport. Alors, qu'est-ce que tu peux raconter de toi, sur ton âge, ton lieu de résidence, tes passions, ta vie, mais qui ne traite pas de sport, puisqu'on va avoir l'occasion d'y revenir plus amplement dans les minutes qui arrivent. Ah bah, je suis bête, moi je fais que courir en fait, toute la journée. C'est un mensonge. Alors moi je m'appelle Hugo Deck, j'ai 23 ans, je suis né à Strasbourg, voilà, j'ai pas mal bougé pour arriver à la fin de mon adolescence dans le sud. Et mes passions, sans parler de sport, c'est dur parce que je suis un grand passionné de sport, je pense que c'est ça qui me prend quand même beaucoup de temps. Mais sinon, les passions à part le sport, franchement, je suis quand même quelqu'un qui est vachement... Vachement focus autour de ça. Ça prend beaucoup de place dans ton quotidien et dans ta vie. Ça prend beaucoup de place. En plus, je vais reprendre les études qui sont... En lien avec le sport. Ok. Donc, tu peux rien dire sur toi, alors, Hugo. Ouais, je peux rien dire, en fait, parce que moi, c'est le sport qui résume ma vie. C'est ça qui est dur. Le ciné, la musique, tout ça. Ouais, moi, j'aime bien la musique. Ça, c'est vrai. J'aime bien suivre... Je suis très rap, très... très musique, quand souvent on critique un peu, très Jul, très SCH, très... Je ne te juge pas. C'est pas grave. T'inquiète. Mais ouais, c'est la musique, j'adore, ça j'en mets tout le temps. J'ai tout le temps une petite sono sur moi pour ambiancer un peu la team Terrex. Comme je suis le seul français, c'est important qu'ils aient la culture locale mise en avant, le meilleur de la musique française. Et oui, et j'ai surtout appris à leur dire c'est Marseille bébé. Ok, ils savent le dire. Ouais. Ils savent le dire, et voilà, c'est ça le but. Je te remercie de pas avoir amené ton enceinte pour pas qu'on ait... C'est Jul, ça, c'est Marseille bébé. Ouais, c'est Jul. Voilà, on n'ait pas de bon d'organiser. Ah oui, un grand classique.
Ça y est, je libère les vannes. Hugo, tu vas pouvoir nous parler du sport. On va remonter un peu à ta jeunesse. Elle a été le sport était très présent sous plein de formes. Je l'ai évoqué, il y a le basket. Tu vas pouvoir nous en parler, mais il y avait aussi plein de sports outdoor qui ont eu tes faveurs, le canyoning, l'escalade. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quelle famille tu as grandi, quelle place il y avait pour le sport? Est-ce que il y a une culture sport en fait très tôt dans ta vie et ton entourage? En fait, surtout c'est mon père, je pense, qui a donné ce dynamique très sport. Il a fait tous les sports. Quand je lui dis, il a fait de la plongée, il a fait de la plongée. Quand il a fait d'alpine, il a fait tous les sports. Quand je lui demande quelque chose, il a dit, je l'ai déjà fait ce sport. Et donc en fait, ça fait que il nous a tout de suite poussé à aller faire du sport avec mon frère, à qui j'ai juste 2 ans de plus. Ça a été très important. Donc j'ai toujours fait le même sport que mon frère. Donc ça crée tout de suite un élan de compétition. Belle rivalité très saine. Vraiment pas sain, mais mais ça a tout de suite créé la compétition, peu importe le sport où j'allais. Et ouais, j'ai commencé par le tennis, par du judo, j'ai fait de la gym. Et après, là où j'ai vraiment pris beaucoup de temps, et j'ai commencé avec mon frère, c'est au basket. Et ça, j'en ai fait pendant 10-11 ans. Et c'est ça qui a vraiment bercé mon adolescence, enfance. La notion de compétition, là, on plaisantait un peu sur la rivalité, mais c'était très présent, ou est-ce que c'est aussi des sports sur lesquels avant tout, toi, tu avais envie de prendre du plaisir, ou très tôt, tu as envie de te frotter à de la concurrence, entre guillemets, ou en tout cas, l'envie de te mesurer à d'autres? Ouais, sur les sports, quand je pratiquais, on va dire, plus de la randonnée, du canyoning ou de l'escalade avec mon père, il n'y avait pas trop de concurrence. C'était un sport outdoor, on voulait passer un beau moment. Mais tout de suite, quand j'allais comme sur les sports comme le basket, je trouve que c'est un sport quand même. Je sais pas, en tout cas, j'ai du mal à trouver juste le plaisir. T'as envie le but, c'est quand même de gagner à la fin du match. C'est même marqué sur les règles du jeu. Donc, non, mais le but, c'est de marquer le plus de points que l'autre. Donc, ouais, tout de suite, la rivalité, la compétition, elle a grandi très vite en moi. Et qu'est-ce qui te plaisait dans le basket particulièrement? Ce qui me plaisait dans le basket, c'était la fluidité, le mouvement. Il y avait un ballon qui circulait toujours. Je trouve que le basket, c'est un sport très rapide, très dynamique. Il y a beaucoup de verticalité dans le basket. C'est ça que j'avais aimé. Et en fait, je pense que j'ai aussi commencé très tôt le basket. Et donc, j'avais des capacités, forcément, quand tu commences à 6 ans, ta technique, elle est super bien à 12 ans pour quelqu'un qui commence un peu sur le tard. Et je pense aussi je suis resté longtemps par facilité au basket, et je me suis pas ouvert tout de suite à d'autres sports parce que j'étais bien dans mon petit monde et j'y suis resté un petit moment. Et le collectif, j'imagine, ça avait aussi sa saveur et son intérêt? Ouais, j'ai vécu, je pense que ça m'a apporté beaucoup de vivre en groupe, de devoir faire des stages de basket, passer du temps hors de ma famille assez tôt, à 10-12 ans, et de devoir se faire une place dans un collectif où souvent il y a des fortes personnalités au basket. Mais je suis quand même content entre elles que ça soit un sport individuel. Je trouve que ça le rend même plus collectif, le fait qu'il soit individuel, parce qu'on est face à face avec notre performance, avec notre dépassement de soi, et que, comme je le disais à notre interview, c'est que à la fin, en fait, si tu réussis pas la course, tu peux en vouloir qu'à toi-même, et tu t'en veux pas à un arbitre ou aux autres joueurs. Et c'est vraiment ça qui a fait la différence entre le trail et le basket. Prendre ses responsabilités. Ouais, prendre ses responsabilités. De qui on aurait pu trouver un poster dans la chambre dans ta plus tendre enfance? Il y en avait qu'un. Quel sportive? Ouais. C'est marrant, je suis plus un grand fan de lui, mais quand j'étais jeune, j'étais grand fan de Nicolas Batum. Ok, basket donc. Ouais, basket, et ça, j'avais un poster de Nicolas Batum. Qu'est-ce qui s'est cassé avec Nicolas? Qu'est-ce qui marche plus? Je sais pas. Il t'a déçu? Il m'a un peu déçu, sa carrière, je sais pas. Non, mais j'ai adoré. On va revenir sur la fougasse de la jeunesse. Moi, j'ai toujours aimé un peu comme à l'époque où Thibaut Pinot il commençait à venir dans le vélo, Romain Bardet. Moi, j'ai un peu grandi avec cette génération-là. Et Nicolas Batum, il avait fait la draft un peu quand j'avais commencé le basket, où j'étais un peu plus à fond dans le basket. Et donc, je l'avais suivi aller à la draft, son début en NBA. C'est ça qui m'avait. En fait, j'avais aimé suivre son parcours. Sa trajectoire, ouais. Ouais, je pense que c'est comme certains pour Victor Wembanyama, je pense qu'il va en inspirer beaucoup. La course à pied, est-ce que tu peux nous raconter comment elle a trouvé sa place dans sa vie? Je crois qu'il y a eu un déclic le jour où tu as été suivre ton frère au Trail des Baous. Est-ce que c'est vraiment le jour où tu as eu le sentiment qu'il fallait que tu t'essayes, plus particulièrement la discipline? Je pense que tu as passé pas mal de temps dehors, mais en tout cas, vraiment d'exprimer ce désir et mettre un nom finalement sur cette pratique et cette envie de porter un dossard. Elle est née ce jour-là? Ouais, en fait, moi j'ai eu une grande lassitude avec le basket, donc il fallait trouver autre chose. Donc j'étais un peu dans une période, je pense beaucoup d'adolescents ont connu ça au lycée, où on ne sait plus trop quoi faire. Il y avait trop de basket dans ta vie?
Peut-être pas trop de basket, mais ça faisait 10 ans, j'avais fait le tour de la question, je voyais pas un avenir dans le basket en moi, j'arrivais pas à aller à voir plus loin, quelque chose qui me donne envie avec le basket, donc j'ai arrêté vers les 17 ans, 16 ans, et je faisais beaucoup de vélo tous les étés avec mon père et mon frère pour aller voir le Tour de France, des choses comme ça. Ça m'a donné quand même vachement l'amour du sport d'endurance. Et je m'étais essayé à quelques courses de vélo l'été d'avant, en fait. Et à la base, je voulais vraiment faire du vélo en sport d'endurance, mais j'ai fait une course où je passe en tête au col. Mais je crois que je finis 30e parce qu'il y avait des descentes et je me suis dit, j'ai pas peur en descente, je pense que je suis assez bon en descente entre elles, mais en vélo, on voit encore, il y a eu une triste nouvelle la semaine dernière. Triste nouvelle, et je pense que c'est vraiment un sport très dangereux et je suis heureux de ne pas avoir voulu continuer dans ce sport. Et ouais, quelques mois après, là, je faisais plus trop de sport, et quelques mois après, j'ai vu mon frère qui, en fait, il préparait l'Ironman de Nice. À l'époque, c'était un peu, il était très jeune aussi. On a un peu ce côté-là dans la famille de tout de suite faire. À 19 ans, il a fait l'Ironman. C'est pas non plus fréquent à cet âge-là. C'est très jeune. Et pour se préparer, durant l'hiver, il voulait faire un trail, et j'étais allé voir un match de basket avec un copain, et c'était juste à l'endroit où il y avait l'arrivée du trail, et en fait il arrivait pas, il était parti beaucoup trop vite, il était parti avec les premiers alors que c'était sa première course de trail. Il a fini quasi proche de l'abandon, mais il a fini, et je trouvais ça super sympa parce que il faisait un parcours où je connaissais un peu tous les chemins, et je trouvais ça magnifique de pouvoir s'exprimer sur autant de kilomètres. Et c'est le fait de l'avoir vu aller aussi loin dans l'effort aussi qui t'a plu, cette idée de dépassement et de pousser vraiment dans ses retranchements? Ouais, et surtout, vraiment, c'est la trace un peu. Comme quand on met une trace sur Strava et qu'on est fier de la mettre sur Strava, un peu, je trouvais ça trop stylé de faire tout ce tour en courant à fond et en compétition, se tirer la bourre sur cette belle trace, sur ces beaux parcours qu'on peut faire entre elles. Ta première course à toi, ça a été, si je dis pas de bêtises, un trail en tout cas de 10 km à Èze, dans le sud de la France. Ça a été à la hauteur de tes attentes, justement, de ce que tu fantasmais en tout cas en voyant ton frère au trail de Baou? Ouais, c'est ça. Je m'étais déjà un peu préparé. J'avais en gros décembre, elle était en février la course, donc j'avais fait une petite préparation pour ce 10 bornes avec 500-600 dénivelés. Et ouais, c'était aux attentes. J'ai fini 3e ou 4e, j'ai fini. Moi, j'ai 3e sur mes fiches. Je crois que je finis 4e. Ouais, je finis 4e. Je perds au sprint face à Jérémy Saint-Voirin. Et ça me fait rire. Tu finis au sprint pour la 3e place. Ouais, c'est ça. Exact. C'est exactement ça. Et ça me fait rire. Je regardais par exemple les gens qui avaient vu ma story. Là, j'ai vu ce gars qui me gagne à mon premier trail. Et ça me fait rire qu'il continue encore à me suivre en fait. Et je crois qu'il fait plus trop de courses à pied, mais ça me fait rire qu'il me suive encore. Comment est-ce qu'il s'est précisé ton appel vers des plus longues distances? Est-ce que tu as aussi senti très vite que tu allais avoir envie de pousser plus loin et plus longtemps? Ouais, alors après avoir eu ce déclic là de vouloir faire du trail, moi j'ai vraiment un peu, je pense comme tout le monde, j'ai cherché sur internet ce qui se passait dans le trail. Moi je suis tombé vachement sur les Ultra Trail World Tour avec, à l'époque il y avait la Diagonale des Fous, il y avait l'UTMB, il y avait Madère, il y avait ces courses là. Et en fait, pour moi, le trail, c'était l'ultra trail. C'était pas. Après, j'ai connu après Cirezinal, Zegama, mais je l'ai connu après, en fait. Et donc, moi, quand j'ai commencé le trail, c'était pour faire l'UTMB, pour ces courses-là. Très vite, t'as eu ça en tête? Ah oui, moi, quand j'ai commencé le trail, je me suis dit, la course. Pour moi, l'UTMB, c'était un peu comme le Tour de France quand tu commences le vélo. Je veux dire, c'était pareil, ouais. C'était un peu dans cette même optique. Et donc, ouais, c'est pour ça que en fait, l'ultra, c'était tout tracé. C'est ça que je voulais faire. On va parler plus particulièrement des courses que tu as déjà courues à Chamonix dans le cadre du marathon du Mont Blanc. Si je saute un peu dans le temps, donc tu es jeune, tu nous l'as dit, tu as 23 ans, mais tu as déjà un palmarès et des références qui sont très évocatrices. Tu as gagné notamment l'UTCAM, le 50 km en 2021, une 5e place à la CCC en 2021, la victoire au Swiss Canyon Trail en 2022. Tu as fini premier sur un format 100 miles, qui était ton premier à Nice by UTMB, en tout petit peu moins de 24 heures. Quelle est selon toi ta course la plus aboutie à ce jour et pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que c'était la course que tu as le mieux réussi? La course que j'ai mieux réussi, je pense, en fait, c'est physiquement, c'est la CCC quand même. Je pense une 5e place à CCC, ça parle toujours à tout le monde. Et j'ai réussi à ce jour-là avoir un niveau assez exceptionnel. Et ouais, j'ai réussi à aller loin, tout était bien et très abouti. Et à la fois mentalement, je suis super fier de ma victoire au 100 miles. J'étais parti un peu comme favori, mais bon, j'avais aucune expérience sur 100 miles et j'ai réussi à bien gérer, j'ai pas fait de bêtises. Ça met une pression, là, c'est qu'elle d'avoir la cote la plus élevée, d'être attendu alors qu'on n'a pas de référence sur la distance? Non, sur le 100 miles, j'avais vraiment envie de finir.
parce que comme je pense peut-être tu en reviendras, j'ai fait quelques abandons déjà en trail. Et en fait, quand tu pars pour de l'ultra, tu as 50% de chance de finir, mais le but, moi j'ai envie d'augmenter cette pourcentage de chance que je puisse finir en fait à chaque course. Et je suis fier de moi sur le 100 miles d'avoir tout mis en place pour finir la course. Et en fait, je remarque de plus en plus que si je finis la course, je fais un bon résultat. C'est quoi ce que tu juges aujourd'hui là, si on te met devant un miroir et que tu dois apprécier tes qualités physiques et mentales? Tu viens de parler de la partie mentale aussi. Où est-ce que tu vois encore des zones de progression auxquelles tu t'attaches? Et puis où est-ce que tu penses que tu as des acquis ou développé des compétences fortes en les travaillant? Enfin voilà, où est-ce que tu penses que tu as une certaine forme de don et que tu as entretenu par le travail? Et puis des choses qui sont encore à améliorer, tu penses, pour la suite? Ouais, je pense que j'ai des bonnes capacités. J'aurais eu des bonnes capacités pour faire du marathon trail, même plus, limite. J'ai rapidement fait des bonnes places, comme j'avais fait une 6e place au Ventoux assez rapidement. Je veux dire, c'est un marathon trail, donc j'ai assez des capacités pour grimper vite, pour aller vite d'un point de vue purement physique. Et là, ce qu'il faut améliorer, c'est la capacité à monter, descendre, à continuer à avancer, à keep going et d'encaisser en fait ces distances qui sont très longues. Mais je pense que c'est aussi pour ça que je suis allé vite sur ultra, pour acquérir toute cette expérience. Je pense qu'on peut pas l'acquérir si on n'y va pas sur une course en fait. Et la tête? Et la tête, elle tient en toutes circonstances, ou est-ce que tu as le souvenir d'avoir eu des moments de fragilité? Enfin, comment là aussi tu te juges? Je me juge assez. Je me juge. Je sais pas si je suis dur ou pas, mais je pense que je suis assez fragile mentalement encore. Je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire sur la combativité, sur les moments de doute, sur les moments où en fait tout le monde a mal, mais c'est normal, tout le monde a mal. Il faut continuer à se faire encore plus mal. Ouais, ça j'ai vraiment envie de travailler. C'est des moments que tu connais en course, là, les moments de doute dont tu parles, ou est-ce que ça peut t'arriver en allant sur une ligne d'arrivée, d'être dans des dispositions qui ne sont pas optimales mentalement? Ouais, je pense que il y a vachement aussi un peu le mindset avant course, comment les semaines d'entraînement se sont déroulées, ou les quelques jours avant sur les sensations. Mais parfois, je pense qu'il ne faut pas trop se fier aux sensations, il faut juste y aller et penser à soi et se battre. Et parfois, oui, pour exemple, Madère, la dernière course, j'avais pas des grandes sensations les jours avant, mais je suis pas fier de moi de pas peut-être m'être plus battu sur la fin, on va dire, et d'avoir douté de moi en fait pour réussir à finir. Mais ouais, c'est que parfois il y a des moments un peu de doute, mais ça fait partie du jeu en fait de l'ultra. On sait pas ce qui va se passer sur la course. Ce qui compte, c'est finalement comment on compose avec ces doutes-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, c'est ça. J'ai commencé à travailler avec un préparateur mental maintenant depuis Madère, et c'est vachement ça en fait. C'est que faut être juste focus sur soi-même et essayer de se battre avec les armes qu'on a ce jour-là. Et en fait, il y a un objectif, c'est d'aller voir cette ligne d'arrivée, et il faut juste tout composer, faire au mieux pour aller la voir. Les abandons, tu l'as évoqué il y a quelques instants, mais il y en a eu notamment un sur la TDS l'année dernière et plus récemment au Mute. On parlait de gestion et de mental, de tout ça. Est-ce que à froid, est-ce que tu arrives à vite passer à autre chose et la raison prend le pas sur les émotions, ou est-ce que c'est quelque chose que tu traînes longtemps et qui te pèse? La TDS, c'est un abandon logique. J'avais grandi des pieds, en fait. J'ai pris 3 cm l'année dernière, j'ai pris une demi-pointure, assez tard quand même, à 23 ans. Et je me suis cassé les ongles de pied de l'avant. Donc tes chaussures n'avaient pas grandi, elles, en même temps. Et en fait, j'ai pas changé je me suis pas adapté. En fait, j'ai fait une bêtise sur ça, mais j'ai accepté assez vite cet abandon parce qu'en fait, c'était une faute qui arrive, mais c'était une faute. Voilà, et c'est pour ça que j'ai vite rebondi sur Nice. Et à Nice, j'ai fait un très bon résultat. Je suis fier de moi de ce résultat. Mais à Madère, c'était un peu plus dur parce que l'entraînement était bien. Je pense que j'avais tout bien calé. Et je sais pas, il y a eu un jour un peu sans où j'ai pas réussi physiquement à être à 100% et à réussir à me battre peut-être à ce physique qui était à 90%, voilà. Et c'est là où c'est un peu plus dur de rebondir en fait. Et c'est même ça que j'ai peur demain, mais je pense que la frustration que j'ai eue à Madère m'aidera demain pour me battre. Tu refais des scénarios de course justement quand tu abandonnes a posteriori? Est-ce que tu réimagines, tu te dis et si, et j'aurais pu, et pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas serré les dents jusqu'au ravito d'après? Non? Ouais, souvent ça c'est un peu c'est souvent facile de le dire, je pense, après course, de dire j'aurais pu juste serrer les dents, j'aurais pu me poser, j'aurais mangé quelques barres, j'aurais pris mon temps et je serais allé jusqu'à la fin. Mais moi, en fait, comme quand je fais de l'ultra trail, c'est pas pour être un randonneur, c'est pour être un coureur. Et ça, j'ai un peu du mal parfois à l'accepter, que c'est pas grave de randonner sur 15-20 bornes à la fin et il faut réussir à aller voir cette ligne. Et c'est ça que j'essaye aussi de travailler. En plus, quand on va sur des formats en plus comme 100 miles qui sont encore différents que les 100 bornes.
Et c'est souvent 2 fois plus long. Et donc, il faut encore accepter plus cette randonnée, entre guillemets, à la fin. Et c'est ça que... Après les courses, oui, c'est toujours simple après course, mais non, je passe vite à autre chose quand même. Je regarde vite de l'avant, j'essaie tout de suite de me projeter. Tu es jeune, tu nous l'as dit, tu as 23 ans, mais tu as aussi une vision long terme de ta carrière, et notamment sur la gestion des blessures et l'idée de se préserver. Est-ce que ça peut être aussi un des critères pour parfois mettre le clignotant et t'arrêter parce qu'il faut préserver ton intégrité physique et puis que tu es en train de construire une carrière au long cours et que c'est pas le moment pour se blesser ou tenter des choses alors que tu as l'avenir devant toi? Ouais, c'est ça. Parfois, quand je suis pas à 100%, je me dis, à quoi bon de me mettre? Parce qu'en fait, je trouve que chaque ultra, quand on t'abandonne à 30 bornes et où tu finis pas dans le même état physique à la fin. Et ouais, parfois c'est un peu ça qui vient en dessous. Je veux dire, qui vient sur moi et qui me dit ah non, mais pas la peine de le finir. Là, tu vas juste te casser, te griller pour toute la saison d'après ou pour la saison qui suit. Et donc, ouais, parfois il y a ça qui vient en jeu. Et je pense ce qui est important, c'est faire le tri de l'information entre le moment où il faut abandonner parce qu'il y a vraiment un risque de blessure et le moment où il faut baisser la tête, ou s'il n'y a pas de risque de blessure, c'est juste que ça fait très mal, mais c'est le jeu. Tu as un coach mental aujourd'hui, tu l'as dit. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure? Est-ce qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui autour de toi? Alors, tu as un team Adidas, Terex, mais voilà, est-ce que tu as une garde aussi plus rapprochée? Ouais, j'ai un entraîneur physique qui s'appelle Thomas Pigua. Donc voilà, j'ai un entraîneur mental et qui s'appelle Maxime Reiss. Et souvent, c'est mon père qui fait mes assistances sur les courses. Donc ça, on va dire, c'est un peu ma garde rapprochée. Et donc avant ça, à l'issue de la TDS, en fait, tu avais fait le choix finalement de te séparer de l'équipe et du coach en particulier qui t'entourait. Il y avait aussi cette soif d'indépendance et toi de pouvoir finalement composer sans restriction et à ta façon ta préparation, ton entraînement, en allant piocher des références un peu à droite à gauche, en tout cas sortir d'un cadre peut-être un peu trop contraignant pour toi, trop rigide. Ouais, et en fait, c'est là où je me suis rendu compte de tout l'inverse. En fait, c'était que j'avais un entraîneur pendant 2-3 ans que j'écoutais à moitié, où je faisais pas mal à ma tête. Et je suis sorti de cette indépendance pendant 2-3 mois, et en fait, finalement, je suis revenu vers un entraîneur à qui je fais plus confiance en fait sur ce qu'il me donne. Et surtout il y a une communication où il croit en moi, il croit en moi, l'autre mon ancien entraîneur croyait en moi aussi, mais il croit en mon intelligence à faire un planning aussi. Donc il y a plus une discussion sur un entraînement qu'on fait à deux, et c'est là où je suis content, c'est que j'ai retrouvé en fait une indépendance. En fait, j'ai retrouvé une vraie collaboration où on crée un truc à deux sur en fait, un entraînement, parce que je peux pas suivre un entraînement si je l'ai pas réfléchi moi aussi dessus. C'est des périodes que tu aimes bien, les périodes d'entraînement, enfin ça fait partie intégrante, mais est-ce qu'il y a des matins, c'est la punition d'y aller, ou est-ce que tu as une espèce d'enthousiasme constant, quelles que soient les séances? Est-ce que tu prends globalement beaucoup de plaisir, ou est-ce que parfois ça peut être une contrainte et un moyen pour une fin qui serait la course? Ouais, moi j'adore l'entraînement. Je pense que là les 10 derniers jours, la dernière semaine, ça a été c'est les semaines que j'aime pas en fait, c'est les semaines avant course. La redescente, l'affûtage. Ouais, en plus on se sent pas bien, on se sent un peu tout mou parce qu'on récupère, le corps il reprend un peu la fatigue pour rebondir. Et ouais, moi l'entraînement j'adore m'entraîner, mais surtout j'adore m'entraîner de manière très lente en montagne. Ça je fais beaucoup. Parfois j'ai un peu plus du mal à bouger les fesses pour être sur un certain rythme à certains moments. Donc ouais, ça c'est un peu plus dur. Mais en fait, pour moi, le plus dur, c'est quand il y a vraiment un plan à suivre, il faut ce jour-là faire cette séance-là. Moi, là où je suis assez bon, c'est quand le matin, il y a un gars, il fait « Ah, j'ai un 3 fois 20 minutes à faire avec toi », je fais le 3 fois 20 minutes avec lui, et après, j'essaie de composer comme ça. Mais parfois, il faut que je sois un peu plus rigoureux, et c'est là où c'est un peu plus dur pour moi. Mais j'adore l'entraînement. C'est juste que parfois, j'ai un peu du mal avec l'entraînement trop carré. On peut parler de quoi comme volume horaire là, sur une semaine quasiment de pic en préparation, là, sur des formats longs ou très longs, type 100 miles ou 100 km, ça peut aller jusqu'à prendre quelle place dans une semaine? Ouais, j'ai vachement diminué mon volume d'entraînement par rapport à l'année dernière où j'avais atteint des 1000 heures en entraînement dans une année et où je faisais parfois des semaines à plus de 30 heures en pic. Là, par exemple, pour le 90, je crois que j'ai pas dépassé, j'ai fait un peu plus de 20 heures, 22 heures, quelque chose comme ça, 22, 23 heures. Mais je fais beaucoup moins de vélo, je fais beaucoup plus de spécifique et ça fait que on met forcément moins de volume quand le vélo aide beaucoup à mettre du volume. Donc ouais, mais encore, je pense que ça peut aller ça peut approcher les 30 heures, sur un 100 miles et c'est un peu en dessous, vers les 25 heures sur un 100 bornes.
Et tu croises donc aussi. Tu mets un peu de VTT, de vélo quand tu peux. Pas trop cette année. Ok. Cette année, j'en ai pas trop mis et j'ai un peu du mal à faire du vélo quand je cours parce que quand tu cours, quand tu as la forme en course à pied, tu n'as pas forcément la forme en vélo parce que tu as les jambes un peu fracassées et c'est dur de bien pousser sur les pédales. Mais j'avais beaucoup, en tout cas, j'ai beaucoup croisé en commençant le trail depuis tout le temps et juste cette année, j'ai un peu moins croisé. Merci beaucoup Hugo. On va passer maintenant à notre rubrique qui est le questionnaire de Proust. C'est des questions extrêmement philosophiques sur toi. Il y a 3 questions. J'ai 3 questions pour toi. La première, une erreur ou un imprévu de la vie qui t'a particulièrement fait apprendre. Une erreur ou un imprévu de la vie. Oh. Un incident de course, une décision que tu as prise, quelque chose d'accidentel. Est-ce qu'il y a un moment particulièrement marquant de ta vie qui peut être un choix décisif ensuite Ouais, je pense quand même le coup des ongles là sur la TDS où je me pète les ongles, plus m'écouter en fait, de partir. Maintenant, je fais quand même le choix toujours de la chaussure qui me va, pas forcément la plus légère, la plus dynamique, la chaussure qui me va vraiment bien et avec laquelle je vais pouvoir finir la course, on va dire. Ouais, ça c'est un enseignement. Un bon enseignement. Si tu pouvais changer une chose chez toi. Une chose. Mon impatience parfois. Est-ce que tu es impatient que l'interview se termine? Non, rassure-moi. Non, là ça va, on passe un bon moment, mais... L'impatience. Ouais, l'impatience, j'ai envie de tout gagner tout de suite, j'ai envie d'être tout de suite fort, mais aussi l'impatience, ça c'est pas très grave, mais l'impatience dans la vie de tous les jours, parfois je suis quelqu'un un peu de... Et sur les sentiers, ça peut te jouer des tours aussi, cette impatience-là? Oui, ça rebondit sur, je pense, sur certains abandons, où je pars peut-être trop vite sur des courses, où j'en mets trop tout de suite, et... C'est souvent caractérise quand même d'un coureur foufou, un peu un caractère comme ça. Et je pense que c'est cette impatience, un peu cette excitation que j'ai sur les courses qu'il faut un peu canaliser à la Ludovic Pomeray sur la TDS qui m'a mis une belle leçon. Elle était belle cette leçon, pas tant à toi qui l'ai donnée, mais en tout cas, quel beau moment cette victoire de Ludo. Dernière question, la qualité que les autres te donnent? Quand je fais quelque chose, je le fais à fond, on va dire. C'est que soit je le fais, soit je le fais pas. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et c'est un défaut, en fait. En fait, c'est mon défaut. Je pense que c'est même ça, peut-être mon défaut. Et à la fois ma grande qualité, c'est que quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Mais quand j'ai envie de le faire, je le fais avec passion, avec amour, je le fais à 100%. Et c'est mon défaut et ma qualité en même temps. Merci beaucoup. Tu t'es très bien sorti de cette question de Proust. Je vais maintenant présenter les 90 km du Mont Blanc, qui est la course qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Donc, elle s'inscrit dans le cadre du marathon du Mont Blanc qui a vu le jour en 1979. Je suis sûr que tu le savais. Cette compétition, elle a été initiée par le Club alpin français de Chamonix. Et pour sa première édition, il y avait 450 participants. C'est le Club des sports de Chamonix qui est désormais à la tête de l'organisation de ce marathon du Mont Blanc depuis 1984. Durant 24 ans, le Cross du Mont Blanc et ses 23 km continuent de se développer, mais ne dépassent que très rarement les 1000 participants. En 2003, le Cross du Mont Blanc prend un tournant et change de format pour devenir le Marathon du Mont Blanc avec l'ajout d'une nouvelle course, le 42 km. S'ensuit la création du 10 km, plus accessible au grand public. Dès lors, les inscriptions augmentent de façon exponentielle au point de devoir limiter en 2010 la participation des coureurs sur le Cross et le Marathon. Le marathon du Mont Blanc continue encore son développement avec l'arrivée successive du kilomètre vertical en 2011, des 80 km du Mont Blanc en 2013 et enfin du duo étoilé de la Young Race Marathon en 2015. Le marathon du Mont Blanc a également accueilli les championnats du monde de skyrunning en 2014. En 2017, le marathon du Mont Blanc intègre les Golden Trail Series. Et en 2018, le 80 km du Mont Blanc s'allonge pour devenir le 90 km du Mont Blanc qui fait un peu plus souvent. L'événement compte aujourd'hui chaque année 11 000 coureurs et donc 8 courses. Et pour parler plus particulièrement du 90 km, qui offre plus de 6 000 mètres de dénivelé positif, qui va nous intéresser donc plus particulièrement aujourd'hui. Le parcours évolue de 1000 à 2500 mètres d'altitude et propose à ses participants très majoritairement masculins, 88%. Un terrain qui est réputé technique et exigeant. Donc tu auras l'occasion de nous le confirmer ou infirmer dans quelques heures maintenant. Et puis au palmarès de cette course, il y a des noms très emblématiques de la discipline. Chez les féminines, Caroline Chavreau, Mimi Kotka, Cathy Scheid, Hilary Girardi, que j'ai eu le plaisir de recevoir très récemment. Et chez les hommes, François Daen, Michel Lannes, Xavier Thévenard, Martin Kern. Voilà, j'ai cité beaucoup de Français, mais voilà, ça fait un joli tableau d'honneur. On a hâte de connaître la suite. Maintenant que la description de la course a été faite, c'est le passage de la question qui pique du podcast. Voilà, c'est un moment extrêmement angoissant. C'est une question très gentiment piège, hein, je taquine, mais ça va très bien se passer. Ça va être un vrai faux aujourd'hui.
Ok. Donc non, c'est même pas un vrai faux, c'est un QCM. Il y a une bonne réponse parmi Non, mais trois j'aime pas réponses que je l'école. te Je sais pas propose. si tu avais lu un peu des interviews. Moi, j'aime pas trop l'école. Je suis sûr que tu vas t'en sortir avec brio. C'est une question sur le club des sports donc, de Chamonix, qui est organisateur de ce marathon du Mont Blanc depuis 1984. Il a une particularité, ce club, parmi les trois propositions que je vais te faire. La première, c'est que depuis 1924, au moins un athlète... 24 1924, ouais, depuis 99 ans. Ouais. Au moins un athlète du club a été sélectionné à chaque JO d'hiver. Ça, c'est la première affirmation. La seconde, c'est 50% des habitants de Chamonix, ils sont licenciés. Et la troisième, c'est que c'est le premier club à avoir lancé une section de hockey sous glace. Moi, je pense que c'est la première proposition. Et le hockey sous glace, on en faisait pas mal à Staps à Toulon. Donc, je pense que c'est pas forcément Chamonix qui l'a lancé. Donc, je pense la première proposition. Attends, alors, t'as la bonne réponse, bravo, et t'as fait du hockey sous glace. Ah, sous glace. Ah non, le hockey, ouais. Non, dans l'eau, moi, je pensais, pardon, j'ai pas... j'écoute pas les questions, tu vois, je suis pas bon à l'école. le focus. Non, bah alors, en tout cas, tu as trouvé la bonne réponse. Et quand même, il faut que je raconte parce que le hockey sous glace, ça existe. Ça peut paraître complètement dingue. C'est un sport qui est peu pratiqué, bizarrement, et très dangereux et qui se joue dans des lacs gelés. Et donc, les joueurs, ils évoluent en apnée sous la glace. Ils sont équipés d'une combi de plongée, de palmes, d'un masque, d'un tuba et d'une crosse. Le palais flotte et est donc en permanence collé à la glace surfacique. C'est technique. Ah ouais. Les joueurs, ils évoluent en nageant sur le dos. Ils essaient de pousser le palais dans les buts, également sous la glace. Et les équipes sont composées de 2 joueurs qui se relaient pour pousser le palais. Et chaque joueur fait des apnées d'en moyenne 30 secondes avant de retrouver le trou dans la glace qui lui permet de retrouver l'air de la surface. Ah, c'est pas subaquatique. Non. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Non. Ils se mettent dans une piscine et tu as un palais qui est au fond de l'eau et ils font du hockey. C'est encore une autre version. Ouais, c'est encore une autre version. Là, c'est hockey sous glace, c'est encore autre chose. Donc voilà, je cherchais un truc un peu déconne sur une section un peu de sport d'hiver. Donc j'ai trouvé que le hockey sous glace existait. Pas mal, je te remercie. J'ai appris des choses aussi grâce à toi sur ça. Bravo, tu ne t'es pas laissé avoir par ma proposition de réponse erronée sur le hockey. Je pense que tu es à la vanne. On va donc continuer de briser la glace, puisqu'on va parler maintenant plus particulièrement des 90 km qui te tendent les bras dans quelques heures. Le marathon du Mont Blanc, tu connais. Tu nous l'as dit brièvement tout à l'heure. Tu as été en 2017 20e sur la Young Race, puis 5e en 2018. C'est un format d'environ 14 km pour un peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif. Quel souvenir tu en gardes? En tout cas, la première participation, c'était il y a 6 ans. Voilà, c'était des balbutiements sur tes compétitions relevées de ce type-là. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir et puis comme expérience ici à Chamonix? Qu'est-ce que tu as gardé de l'époque? Qu'il faut avoir son matériel obligatoire déjà, parce qu'en fait je finis pas 20e. Je me suis pris une pénalité de 10-15 minutes sur la Young Race parce que je suis parti parce que dans les courses dans le sud tu pars et c'est pas grave. Problème de chaussures, pas la bonne taille? Non, homologué. Là j'avais juste pas ma couverture, j'avais rien en fait. J'étais parti avec une petite flasque et Tu t'es fait contrôler à l'arrivée? À l'arrivée et rétrogradation. Donc je me rappelle de ça et surtout je me rappelle que la soirée de terminale m'avait fait beaucoup de mal sur fin juin, donc je pense que si on a des soirées étudiantes de fin d'année, le marathon du Mont Blanc, c'est pas très compatible. C'est pas très compatible. Parce que tu avais bu que de la limonade, c'est ça, à la soirée étudiante? Ouais, c'est Jägermeister, ça m'a pas pas aidé. Quand même pas Jägerbomb. Ah, Jägerbomb en plus. Ah ouais, encore pire. Et la 5e place, j'étais content. Là, c'était une belle progression, une bonne revanche. Mais ouais, j'ai jamais trop connu sur cette Young Race des sensations incroyables. C'est marrant. C'est un endroit où tu aimes bien venir, Chamonix, pour courir, pour les courses. Voilà, le marathon du Mont Blanc, ça a une saveur particulière pour toi? Ouais, je me sens super bien à Chamonix. À chaque fois, la première fois que j'y suis allé, en fait, c'était pour le trail. J'y étais jamais venu avant. Et oui, c'est un endroit mythique avec ses montagnes, avec tout cet environnement. Tu marches, tu parles à 4 personnes. C'est assez particulier. Et ouais, j'aime bien y passer du temps. Est-ce que tu as fait la préparation que tu voulais? Est-ce que tu te sens en pleine possession de tes moyens? Tu peux tout nous dire, ce sera diffusé après la course. Donc, oui. Tu vois, tu peux tout révéler. Tes concurrents n'entendront rien. Je pense que si je leur dis que j'ai fait la pire des préparations, c'est pas pour ça qu'ils vont changer leur course. S'ils changent leur course parce que j'ai fait une bonne ou une mauvaise préparation, il faut qu'ils fassent une préparation mentale aussi. Mais ouais, non, ma préparation, c'est super bien passé. J'ai réussi à faire des blocs d'entraînement que je voulais. J'ai réussi à faire dans les intensités, dans les choses comme ça. Je me suis vraiment bien entraîné. Un peu des sensations un peu bizarres là avant course où je me sentais un peu mou, mais c'est toujours classique de la période, ce que tu disais, non? En tout cas, ouais, c'est toujours un peu comme ça. Je me sens toujours un peu mou avant course. Et donc, en tout cas, la préparation, au-delà de l'affûtage, était parfait. Donc, j'espère que ça va se produire demain. On va le voir demain. Tes ambitions sur la course, est-ce que c'est une position? Est-ce que c'est un temps? Est-ce que c'est du plaisir et de la performance et faire le mieux possible?
Bah ouais, je pense que c'est comme je disais juste avant, je pense que si je finis la course, en fait, je suis quelqu'un qui a des capacités physiques et qui forcément pas tellement, qui va pas partir si lentement, même en faisant attention, que forcément, bah, Tu seras placé. je serai bien placé. Et en fait, si je finis la course à peu près dans un bon état et je prends du plaisir sur 80% de la course, ou plaisir même à la fin dans la combativité, on prend du plaisir, mais je reste dans une fluidité relativement longtemps dans la course, je sais que je serai bien placé, donc je pense qu'il faut juste que je pense à moi et le résultat en suivra. J'avais la discussion avec Hilary dans ce même hôtel il y a un mois, Hilary Girardi, qui disait qu'elle se définissait trois types d'objectifs, enfin trois niveaux d'objectifs. Donc un niveau plancher, mais qui était déjà en soi un accomplissement, un niveau intermédiaire qui était un peu au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer, et puis le Graal absolu. Toi, ça pourrait être quoi, toi, les trois paliers là sur cette course? J'imagine que tout en haut, c'est évidemment la victoire. Ouais, c'est quoi déjà un résultat qui pourrait te satisfaire? Ouais, bah, moi, comme j'en parle, ouais, je suis quelqu'un de tout le temps satisfait. Je pense que même si je gagne demain, si mes concurrents n'ont pas fait une bonne course et que je gagne dans un temps qui me va pas, bah, je serai heureux, hein, mais je serai insatisfait derrière. Donc c'est vraiment par rapport à toi le raisonnement. Ouais, par rapport à moi, je peux toujours être. En fait, surtout, je pense que je suis quelqu'un de toujours insatisfait, même quand je gagne, j'ai un peu ce côté, ah mais j'aurais pu mieux faire ça, j'aurais pu mieux faire ça. Mais oui, bah, après quand on part sur une course, c'est pour gagner, donc oui, bah, je pars pour gagner, oui, c'est sûr. Je vais tout mettre en place pour gagner, c'est le but à la fin. Je pense que quand on fait une compétition, c'est en tout cas pour les élites, ou en tout cas pour ceux qui visent la victoire, bah, on part pour gagner, ça c'est le jeu. Mais surtout, je me répète, mais je sais que si je finis la course, je finirai dans une bonne place. Donc si je finis la course, le résultat en suivra. Le cœur du sujet, c'est toi, mais est-ce que tu regardes quand même certains des autres coureurs avec une attention particulière? Ouais, bah, je pense qu'on a le plateau, c'est pas le plateau du marathon. Cette année, il y a quand même un petit grade en dessous, mais il y a un beau plateau. Après, il y a Dimitri, je sais qu'il vient pas, mon compatriote d'Adidas Terex, mais on a un beau plateau. Bah, forcément, je pense que le favori de la course, c'est clairement Germain, avec Grangier, avec toute l'expérience qu'il a déjà acquis. Il est vers la trentaine. On voit que vers la trentaine, c'est là où il y a les plus belles performances de tous les athlètes. Je pense que donc Germain est archi favori sur cette course. Après, je retrouve mon ami chinois Minky, qui en avait partagé un peu à la TDS quelques moments. Et c'est juste pour blague à part, il a quand même sorti de Bourg-Saint-Maurice. Il a appelé sa copine au ravito, il a appelé sa copine en FaceTime en pleine course. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça assez incroyable. Ouais, j'étais à côté de lui, un peu fatigué, je le vois appeler sa copine en FaceTime, je me suis dit, bah moi ma copine, j'ai pas envie de l'appeler à ce moment-là. Toi t'étais sur LinkedIn en train de mettre ton statut à jour, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça incroyable. Tes mails. J'ai trouvé ça incroyable. Donc ouais, et après on a une grosse densité de Français qui peut forcément podium ou gagner. Mais je pense que c'est une course très ouverte en fait, il n'y a pas un gros favori qui va écraser la course. Tu as une idée de la façon dont tu veux l'aborder, d'une façon un peu plus stratégique? Est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à ça? Ouais, bah, l'idée d'un point de vue stratégie, c'est que d'avoir une alimentation très forte, très riche tout de suite, et de réussir à boire le max et en fait être dans une aisance de course le plus longtemps possible qui permette de vraiment m'alimenter au maximum. C'est vraiment ça ma stratégie et à la fin, on fait du all-in, hein, et on essaie on voit où on en est. Mais partir vite déjà, on n'est pas forcément dans la gestion. Non. Dans la gestion pour pouvoir manger, pour pouvoir tout. Non, je pense que c'est toujours le but d'être focus sur moi et sur ma course. Je pense que peut-être dans quelques années, je pourrais faire des stratégies envers les autres, mais j'ai tellement déjà beaucoup à apprendre sur moi-même avant de penser aux autres. L'alimentation sur la course, est-ce que c'est un sujet pour toi? Est-ce que tu arrives parfois d'avoir des difficultés à t'alimenter ou à t'hydrater? Ou est-ce que globalement, tu es plutôt bien loti ou bien préparé? Bah, je suis bien loti d'un point de vue digestif. J'ai jamais eu de problème d'estomac ou choses comme ça. Mais parfois, j'ai du mal un peu comme tout le monde. Quand le sucre, la barre, t'en peux plus, t'arrives plus à mâcher. Ouais. Moi, j'arrive pas à mâcher en course, donc j'ai que des choses... j'essaie de faire des choses, de faire passer soit dans le liquide, soit en compote ou sous cette forme-là, parce que moi je n'arrive pas à mâcher en course. Donc oui, c'est ça ma difficulté, mais sinon mon ventre est solide. Le départ il est prévu à 4h du matin.
Comment est-ce qu'elles vont se passer là toutes les heures quand on a une course à 4h du matin, en tout cas pour toi? Comment ça se passe? À quelle heure tu vas te coucher? À quel moment est-ce que tu dînes? Est-ce que tu prends quelque chose avant de partir? Est-ce que tu te nourris avant de partir sur la course? Ça va être quoi là globalement ta toute fin de journée jusqu'à 4h du matin? Je vais jouer à la play avec Peter, ça va être sympa. Peter Engdahl, ouais. Ouais, on loge ensemble. Je le remercie, il a un superbe accueil quand même dans la team de Peter. Il paraît qu'il y a un jeu de hockey sous glace vachement sympa sur PS5. Mais on va essayer. Ouais. Hein. Pas très connu, mais... Non, mais blague à part, je vais essayer de me reposer le plus possible. Essayer de dormir, bien manger. Tu te couches très tôt ou tu n'essaies même pas de te coucher c'est quoi l'idée? Est-ce que ça a du sens d'essayer de se coucher à 8h ou est-ce qu'il faut faire comme d'habitude? Je pense que l'idée, c'est que si tu es fatigué, il faut fermer les yeux. Là, avant de venir, j'ai eu un petit coup de barre, j'ai fermé les yeux une demi-heure, ça m'a fait vraiment du bien. Je pense avant course, en fait, faut être très relâché, pas faire d'efforts et dès que tu sens que tu peux un peu partir, faut y aller en fait et rester le plus calme possible avant la course, mais tout en emmagasinant la joie de vivre des gens qui sont venus me supporter. Je pense que c'est important comme j'ai mon père ou ma copine qui viennent, qui font l'effort de venir me voir, et je pense que c'est important de partager aussi un beau moment avec eux avant la course pour faire le plein d'énergie. Tu vas remanger avant d'aller sur la course là, entre le probable réveil et les 4h du matin? Oui, on peut toujours manger, manger plus. Manger plus pour courir mieux. Plus de glucides, plus rapide on va. Non, c'est pas vrai ça. Mais oui, non, je vais me prendre un petit déjeuner, et un petit café, un petit déjeuner, et après on va y aller. Hein. J'ai une dernière question pour toi, Hugo. C'est une citation que j'ai lue de toi qui dit globalement, c'est peut-être pas précisément tes mots, mais... On me cite maintenant, j'ai des citations de moi. Et je te cite dans un épisode sur toi. T'imagines, là, c'est Inception. Ah ouais, c'est incroyable. Wow. Et après, dans la prochaine fois qu'on se parlera, peut-être je prendrai un extrait de l'interview où je parle de toi en te citant toi. Et alors là, c'est carrément mindfuck. Je suis si connu. C'est incroyable. Ta pensée, en tout cas, c'est de dire que quand tu deviens très fort, quand tu as un UTMB ou un ultra, ça ne devient pas une aventure, mais une compétition. Ce 90 km, là, tu l'abordes comme une aventure ou comme une compétition? Le fait d'avoir fini pas mal de courses de cette distance, je l'aborde quand même plus comme une compétition, mais avec beaucoup d'humilité, on va dire. Avec le fait que il y a 90, j'en ai peut-être fait 2-3 dans ma vie en fait, cette distance. Je l'ai pas fait tant de fois cette distance, donc oui, c'est une aventure qui tend vers la compétition bientôt. Merci beaucoup Hugo. Donc si tu es d'accord, je te donne rendez-vous là dans quelques heures à l'issue de ta course pour venir nous la raconter et puis qu'on ait un débrief à froid de la nuit et puis de la journée de demain qui t'attendent. T'es ok? Ouais, je suis ok. Et je pense que j'aurais vécu toute une vie en fait. Parce que tu dis quelques heures, mais moi j'ai l'impression que c'est dans une semaine. Et pour les auditeurs, ça va être quelques secondes. Ouais. C'est ça qui va être étonnant. Merci beaucoup Hugo. Je te souhaite d'être en aussi bonne place demain à l'arrivée que devrait l'être Victor Wembanyama cette nuit. Ouais. Tout en haut, tout en haut. Voilà, c'est ce que je te souhaite en tout cas. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut Hugo. Salut. Un claquement de doigts et nous revoilà. Ouais. On le fait. Réapparition, changement de contexte pour ceux qui vont peut-être voir la vidéo. On est dehors, il y a des petits bruits d'oiseaux. C'est pas de la post-production, c'est pas du sound design, il y a vraiment des oiseaux à côté de nous. Ouais, on n'a pas mis un hélico comme aux mondiaux là, pour faire, alors que c'était un drone. Est-ce que je retrouve un Hugo heureux aujourd'hui? Ah ouais, super heureux du déroulé de la journée, c'était incroyable. Une 3e place donc, on va pouvoir en parler. Il y a le podium donc dans quelques minutes. Il a une saveur particulière celui-là? C'est marrant, c'est que je m'accroche pas beaucoup au podium. Moi, le partage d'émotions, il était surtout hier sur la ligne d'arrivée. Le podium, on va dire, c'est plus pour les photos, mais hier, on va dire, en passant cette ligne d'arrivée, ça avait beaucoup de saveur. Plus d'émotions que le protocole qui suit. Je reviens un petit peu en arrière sur ta course, sur ton avant-course. On s'est quitté, tu savais pas trop de quoi ta soirée et ta nuit allaient être faites. Est-ce que tu as trouvé le sommeil? Combien de temps tu as dormi finalement? Comment ça s'est goupillé les heures d'avant? C'était pas facile de trouver le sommeil avant la course. Il y avait l'excitation, le petit stress, l'envie de partir, un départ à 4 heures, t'as peur de rater le réveil et tout. Donc je pense que j'ai dormi 2-3 heures, pas beaucoup plus. Mais tu t'es levé quoi, 3 heures avant? Je me suis levé à 2 heures du matin, 2 heures avant. Ouais, c'est une course longue, j'ai pas besoin de manger beaucoup avant. Il y a le temps de digérer déjà. On avait une belle montée où on avait le temps de digérer le petit déjeuner. Mais oui, j'ai réussi à trouver le sommeil, mais pas beaucoup d'heures. Mais bon, il y a une telle excitation avant la course que c'était pas très grave. En entr'ouvrant les rideaux, tu as le plaisir de voir une jolie pluie
fine qui vous attendait. Ça va, les conditions météo qui étaient sur le départ, ça t'a pas particulièrement préoccupé? Non, en fait, il y a eu la pluie juste en sortant de l'appartement, mais après, au départ, il y avait quasiment plus de pluie, où c'était vraiment, on la sentait même pas, donc c'était pas du tout dérangeant. Comment s'est passé ensuite le départ de la course? Vous êtes partis en groupe, un beau paquet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les tout premiers kilomètres de course et puis toi, les toutes premières sensations à ce moment-là? Ouais, en gros, on est parti sur un groupe de 20 à peu près. Et donc, ce groupe de 20, on était jusqu'au Buet pendant 3h30 de course. Et après, c'est un groupe qui s'est détaché sous l'impulsion de Dimitri et qui a mis un gros rythme sur Montée de Loria. Ils se sont tous détachés à 7. Et moi, je les ai un peu laissés partir. Qu'est-ce qui a justifié ce choix-là? T'avais pas envie c'était pas le moment pour appuyer plus que ça? Ouais, sur le moment, quand ils ont appuyé, je trouvais que c'était un rythme un peu trop élevé pour ce moment de la course, trop tôt. Il y a une fatigue qui s'installait trop tôt si je gardais ce rythme, mais ça me faisait peur. Je préférais laisser quelques minutes à ce moment-là pour revenir plus tard. Au Châtelard, on est au kilomètre 47, donc sensiblement la mi-course, un petit peu plus. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens en capacité d'aller un peu faire la chasse devant? Là, tu commences à reprendre des places très progressivement. Est-ce qu'il est encore trop tôt pour jouer? Non, à Châtelard, je me suis dit, si t'as pas mal aux jambes là, de toute façon, tu peux pas faire trop de bêtises au bout de la mi-course. Ça a forcément une petite fatigue qui fait que tu vas pas faire une VMA au milieu de la course. Ça veut dire que ça fait déjà 4-5 heures que tu cours, tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Donc à partir de là, j'ai essayé l'idée c'était de gagner la course à partir de ce moment-là. Donc j'ai essayé de tout faire pour remonter tout en gérant. J'ai pas non plus fait un fractionné, mais en prenant plus de risques à partir de Châtelard pour espérer la victoire. Et bon, on sait comment ça s'est conclu. Tu as dépassé Dimitri Mityaev qui était premier pendant une bonne partie de la course. C'était un bon signal aussi. Tu l'as dépassé en tout cas au kilomètre 54 à Catogne, tu es passé devant. Ton sentiment, enfin voilà, le fait de le dépasser, ça confortait ton ressenti sur le fait qu'il y a un truc à jouer? Ouais, en vrai, surtout, c'est que je me suis vraiment pas focus sur les autres et je savais que j'avais des telles jambes encore au bout du 47e kilomètre que j'avais pas peur en tout cas de remonter sur... peut-être pas sur tout le monde, mais sur la plupart des gens, parce que je me suis dit c'est pas possible que si j'ai des gens comme ça et je puisse appuyer, que tout le monde puisse tenir le rythme que je vais pouvoir faire sur la deuxième partie. Donc j'étais vraiment confiant, j'avais beaucoup de confiance en moi-même à ce moment-là. Ça fait que j'ai remonté Dimitri, mais pour moi c'était normal à ce moment-là, je trouvais que j'étais vraiment en grande forme, donc ouais, il y avait beaucoup de confiance à ce moment de la course. Ce que tu nous avais exposé hier, de te dire que toi, si tu arrivais à tenir l'allure que tu avais en tête, en ayant de bonnes sensations, forcément ça se traduirait par un résultat qui serait concluant à l'arrivée. C'est exactement ce qui s'est passé hier en fait. C'est l'image à Loria quand je les lâche, en fait c'est juste que je pensais à moi et en fait toute la course je l'ai fini assez frais la course. J'ai déjà fini des courses de manière beaucoup plus marquée et je pense que c'est parce qu'il y a eu une bonne gestion et que la fatigue elle est venue de manière linéaire et donc ouais, et beaucoup de plaisir en fait dans cette gestion et à penser qu'à moi, et le fait que je me suis pas mis dans le rouge pendant des heures et des heures. Tu as rattrapé Antoine au tour, en tout cas on t'a dit au kilomètre 63, on t'a dit qu'il y avait Antoine devant qui était un peu en difficulté, donc tu l'as dépassé quelques kilomètres après, là ça veut dire podium. Est-ce que ça peut éventuellement changer quelque chose là, dans ton état d'esprit? Ça m'a rassuré parce que en fait ça faisait pas mal de temps que j'étais en chasse-patate sur le podium, donc bon ça faisait du bien d'en rattraper un, c'est quand même toujours cool, mais ça m'a pas changé dans l'esprit le fait que je jouais la remontée pour aller chercher la première place. Donc j'étais toujours un peu... En fait, pour moi, c'était juste un objectif dans les gars que j'avais encore cherché devant, en fait. Donc je crois que je lui ai même pas dit bonjour à Antoine quand je l'ai croisé. Sympa. On s'entend bien, mais c'était juste sur le moment, j'étais vraiment focus ouais. Et je pensais vraiment au mec de devant. Donc ça m'a fait un peu du bien, mais ça a rien changé dans mon état d'esprit. Devant, c'était très solide. Voilà, il n'y a pas personne à craquer. En tout cas, les deux têtes n'ont pas craqué. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, OK, je pourrais pas revenir sur eux? En gros, c'est que dans la montée de Montanvert, je reviens à 3 minutes. On me donne 3 minutes. C'est Simon Duguay qui me dit ça. Je lui fais confiance. Je crois qu'il l'a bien fait à la montée. C'était pas un des bénévoles qui m'a dit ça comme ça. Donc ouais, je suis remonté à 3 minutes 2 et en fait, finalement, à Montanvert, ils ont nous repris 4 minutes. Donc, dans la deuxième partie, ils m'ont repris du temps. Et là, je fais là, j'arrêtais pas de donner depuis quelques heures pour remonter. Et j'ai buté à 3 minutes. Et après, ils ont, au fur et à mesure, repris du temps pour finir à peu près à 10 minutes de moi. Donc, vers Montanvert, j'ai commencé à douter.
Donc là, tu lâches, en gros, tu te dis que tu pourras pas, et par la force des choses, le rythme tombe un petit peu. Bah, je pense que mon rythme il est pas trop tombé. Je pense que c'est eux qui sont fait une telle guerre qu'ils ont gagné du temps parce que bah forcément, quand tu as 1 minute 30, tu vois derrière, tu te dis bah ils sont tout le temps dans la relance. Moi, je pense que mon rythme il est quand même resté Constant. il est resté constant. C'est juste que j'avais pas cette guerre qui a fait que je suis allé à leur rythme. Comment se passe la toute fin de course, les derniers kilomètres? Bah, c'était super cool parce que bah, j'avais un copain qui était au milieu milieu de la descente. Il m'a dit que j'avais quasiment 20 minutes d'avance derrière. Devant, on m'a dit je pouvais pas les rattraper, donc bah, j'ai profité de la dernière descente. J'ai lâché un peu je me suis amusé. Voilà. En plus, j'avais les jambes pas trop cassées. C'était comme une descente où j'arrivais encore à descendre proprement. Donc j'ai pris vraiment du plaisir dans cette dernière descente, comme une descente en entraînement où tu as envie d'un peu lâcher les chevaux, de prendre de la vitesse. Et après, l'arrivée à Chamonix est toujours exceptionnelle. Tu conclus donc cette course à la 3e place. Tu es 11 minutes derrière Germain. Louison finit lui à moins de 2 minutes derrière Germain. Donc on a vraiment ils sont livrés à mano qui effectivement a dû les servir aussi. En fait qu'ils sont très probablement dépassés, ont poussé plus loin. C'est quoi le sentiment qui domine à l'arrivée? Est-ce que c'est beaucoup de satisfaction, de la fierté, du plaisir? Enfin voilà, comment tu reçois ce moment-là? Ouais, bah je suis fier de moi, de ce que j'ai mis en place. Il y a un drone au-dessus de nous. Quoi? Il y a un gros drone au-dessus de nous, tu entends? Ah ouais, je répondrai après. Non, Okay. Ça fait partie du charme de ça fait partie du charme. Exactement. Non, mais je suis très fier de moi. Le temps, il est vraiment au-delà de mes espérances. J'étais plus parti sur du plus de 11h30. Et je suis à moins de 11h, donc c'est... 10h47. Ouais, c'est... Pardon, oui, c'est ça, 10h47, 59. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus rapide que ce que je pensais. En fait, par rapport à moi-même, je suis fier surtout parce que mentalement, je suis content d'avoir pensé qu'à moi, d'avoir mis les choses que je voulais mettre en place. Et je suis fier de moi d'avoir mis les choses que je voulais mettre en place. Est-ce que tu aurais malgré tout fait une chose différemment, changé quelque chose sur la course? Bah, après course, c'est facile. J'aurais peut-être dû le dire, mais j'aurais dû peut-être prendre plus de risques un peu en milieu de course. On va dire essayer de faire cette remontada un peu plus tôt, qui aurait permis de rejoindre et être un peu plus tôt à 1 minute, un peu plus les voir un peu plus tôt. Donc ça, oui, j'aurais dû prendre un peu plus de risques et ça aurait changé, je pense, en tout cas, pas l'issue à la fin du résultat, mais en tout cas, ça aurait changé un peu le fait que je puisse prendre ou je puisse gagner ou pas gagner en fait cette course. Mais c'est peut-être une prise de risque un peu plus importante en milieu de course, mais sinon, j'ai pris tellement de plaisir durant tout le long de la course que j'ai rien envie de jeter. Qu'est-ce que tu retiens de ces 90 km du Mont Blanc? Je retiens que j'ai fait ma course et que je suis fier d'avoir fait ma propre course et que je remarque que faire sa propre course, on prend beaucoup de plaisir à penser à soi avant de penser aux résultats autour et du temps. Juste, je suis fier je retiens vraiment de cette fierté d'avoir fait ma course et d'avoir écouté mes sensations et j'en garde un grand sentiment de plaisir. C'est quoi tes rituels de récup? Comment tu as géré ça? Là, tu es arrivé il y a 24 heures. Qu'est-ce que tu fais à l'arrivée habituellement et puis les heures qui suivent? En vrai, après une course, je suis pas très maniaque sur la récup. J'ai soif, je bois, j'ai envie de dormir, je dors. Non, je fais rien de particulier. J'essaie juste de relâcher la pression, de voir les copains parler. Non, je me prends pas. C'est pas le moment. J'ai pas envie de me prendre la tête à ce moment-là. Niveau musculaire, tu fais rien de particulier? Non, je fais rien de particulier. Je marche un peu le lendemain, je vais dehors, je prends le soleil. J'essaie juste d'être bien, de me sentir bien, mais voilà, rien de particulier. Au bout de combien de temps tu recours après une course comme celle-là? Bah, ça dépend toujours. Je pense que peut-être si j'avais fini dans le fight avec Germain et Louison, ça n'aurait pas été pareil. On puise juste en fait les quelques ressources en plus à la fin qui fait que tu prends beaucoup plus de temps à récupérer. Et là, comme j'ai fini un peu plus tranquillement, comme j'étais seul et que je savais que ma place était assurée, bah, je pense que normalement j'ai une reconnaissance de l'UTMB dans 9 jours. Voilà. Ok. Tu parles de l'UTMB, la suite de ton programme là, pour cette saison. C'est quoi tes rendez-vous du côté de Chamonix? Peut-être à La Réunion aussi, c'est possible? Non, je pense pas à La Réunion cette année. Donc, je pense que c'est une course, j'ai encore remarqué avec Madère, ces courses en fait d'île où tu as beaucoup de marches avec des descentes parfois très raides et tout. Et je me sens pas encore assez mature sur des courses comme ça. Je me sens pas avoir la capacité musculaire à accepter une diagonale des fous. L'UTMB, ce qui est dur, c'est que par son niveau aussi, mais je préfère l'UTMB, je pense pouvoir mieux assumer la course comme un UTMB aujourd'hui. Donc c'est ton grand rendez-vous là de deuxième semestre 2023. C'est ça. Parfait. Là, la journée est
quasi parfaite, pour ne pas dire parfaite, d'ailleurs elle n'est pas quasi parfaite, elle est parfaite. Parfaite. C'est quoi la suite de ton programme? Là, il y a podium dans 38 minutes. Et après? La suite du programme, podium. Bon, j'ai déjà mangé une glace, peut-être je mangerai une deuxième glace. Et je sais pas, je vais aller peut-être sur les stands, parler, voir le départ du dieu étoilé. Et je fais les ravitaux de mon coéquipier Peter, ami Peter, demain sur le marathon. Beau programme. Voilà. Et retour à la vie normale demain soir? Ouais, retour dans la vie normale à Genève. Et on repart, on essaie au mieux récupérer. Là, peut-être à ce moment-là que je vais faire un peu plus attention sur ma récupération. Merci pour tout Hugo, c'était 2 super moments entre hier et aujourd'hui, et puis bravo surtout, remarquable performance, 3e place. Tu l'aurais signé, tu aurais acheté il y a 24 heures, un peu plus de 24 heures pour le coup, 48 heures. Bravo, en tout cas c'était un très chouette moment de te suivre, et puis un très beau moment aussi d'échanger avec toi. Merci, c'était un très beau moment. Ça m'a fait du bien de parler un peu, peut-être ça m'a fait mon petit psy avant la course. Allongez-vous sur les divans, monsieur Deck. Et puis voilà que tu as des beaux résultats à Chamonix, ça a réussi visiblement Chamonix, donc souhaitons que ça se poursuive dans 8-9 semaines maintenant. Ouais, j'espère que Chamonix portera toujours chance. Salut Hugo, merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.